En économie, il y a deux types de financement de la croissance économique. On peut financer la croissance économique par la consommation, comme on peut financer la croissance économique par l'investissement. Le souhait, bien sûr, serait que ce soit par l'investissement. Mais étant donné que nous avons un problème aujourd'hui, les retraités, 4 ans, ils sont impayés, les fonctionnaires difficilement, mais on les paye quand même. La dette intérieure explose, les opérateurs économiques ne sont pas payés, etc., etc. Et les temps sont durs sur le plan national. Donc, le gouvernement a opté pour ces 678 millions-là, donc plusieurs milliards, faire en sorte qu'une partie puisse être utilisée pour gérer la dette intérieure, une partie doit être utilisée pour financer la consommation. Il faut la payer. Mais on ne peut pas mettre une dette sur une dette. Je veux dire, si aujourd'hui, on prend les 670 millions pour payer les dettes que nous avions avant, mais je ne sais pas si ça résout un problème, hein? Je pense que ça ne fait que nous endetter, en fait. On passe d'une dette à une autre. Enfin, c'est comme ça que je comprends. Hein. C'est ça que je comprends très mal. Un pays comme le Congo, qui a le pétrole, qui a tant de richesses dans son sol, pendant des milliers d'années, qui continue de prendre des dettes. Encore, je peux comprendre des pays qui n'ont pas de richesses dans le sol et qui prennent des dettes, qui prennent. Mais et nous, qui avons des richesses dans nos sols, le Congo est quand même un pays pétrolier. Bon, je ne comprends pas. On va parler de ce prêt que vient de faire le ministre des Finances. 670 millions eurobonds empruntés sur la place de Londres, quand on sait que la City est heureuse de voir ceux qui viennent prendre leur argent. En retour, vous payez très cher ce que vous empruntez. 670 millions à un taux de près de 9%, c'est du jamais vu. Le Congo dit c'est un succès. Le ministre des Finances, M. Yoka, a applaudi des deux doigts. En économie, ça s'appelle un endettement. Mais un endettement, pourquoi? On découvre avec stupeur que l'exemple qui est donné, c'est celui d'un père de famille qui ne fait qu'acheter des biens pour sa maison, qui ne fait qu'acheter et qui ne fait que s'endetter, mais qui ne fait que pour manger, jamais pour autre chose. Et finalement, le monsieur se retrouve tellement endetté qu'il va emprunter pour encore payer les dettes qu'il a, mais il n'a jamais investi, ou plutôt il n'a jamais investi pour créer de la valeur ajoutée. On a un économiste sur le plateau, je ne sais pas si j'ai bien schématisé ce que j'ai compris. Monsieur Ndion, vous qui êtes économiste, 670 millions empruntés sur la place de Londres, les Congolais se disent ça va être superbe, mais où est-ce qu'ils vont investir? Est-ce que ça sera dans la jeunesse? Est-ce que ça sera pour créer des emplois, créer une entreprise, équiper les hôpitaux, moderniser en tout cas le réseau routier, l'électricité, l'eau? Cet argent, on apprend que non, c'est pour payer la dette intérieure. Si vous pouviez nous aider, monsieur Ndion, oubliez votre casquette politique, oubliez le PCT, devenez l'économiste que nous connaissons. C'est quoi cet emprunt de 670 millions? Si vous pouvez l'expliquer à tout le monde, qu'on comprenne, tel que vous le comprenez. Merci beaucoup, monsieur Ndion. Excusez-moi, monsieur Kayouté, avant qu'il ne prenne la parole, la procédure, ce n'est pas celle-ci. Monsieur Ndion est économiste, tu aurais commencé par nous qui sommes des profanes, donner un peu notre point de vue. Non, je préfère commencer par M. Ndion qui est un économiste parce que lui va nous expliquer. S'il vous plaît, vous pourrez après corriger s'il le faut. Soyez patient. M. Ndion va oublier sa casquette de politicien et il va nous faire un petit cours d'économie. M. Ndion, s'il vous plaît, allez-y. Merci, M. Caius Ebelebe. Alors, dès le départ, il faut d'abord expliquer que cet emprunt obligataire se passe sur un marché financier. Les marchés, en règle générale, sont nombreux. Un marché est un espace qui peut être physique ou virtuel, où se rencontrent l'offre et la demande en vue de fixer un prix. Il y a plusieurs types de marchés. Il y a le marché des biens, le marché des services, le marché financier, le marché des capitaux, le marché boursier, etc. Dans notre cas, nous sommes sur les marchés boursiers, les marchés financiers, où se vendent et s'achètent les actions, se vendent et s'achètent les obligations, se vendent et s'achètent ce qu'on appelle les titres boursiers. Dans notre cas, c'est des emprunts obligataires.
C'est pas mauvais en tant que Si vous tel. pouviez être plus, si vous pouviez être plus simple en expliquant, on va dire, à tous ces novices ou à tous ces... Ok. Plus simple, s'il vous plaît. Là, le Congo, oui, j'ai compris. On va être plus terre à terre. Merci. Le Congo a un gouvernement, un État. Le Congo a un gouvernement, un État qui a une dette. Et ils ont opté, parce qu'apparemment, on n'est pas trop crédible sur le plan du marché financier de la CEMAC, et on était absent sur le marché financier international. Et là, apparemment, c'est une victoire pour le gouvernement congolais d'avoir été accepté de rentrer dans le marché financier international. Tous les pays du monde entier peuvent accéder au marché financier international pour faire des prêts, pour faire des emprunts, pour vendre des actions, en acheter, et ainsi de suite. Là, nous avons un problème de dette, M. Caius Ebelebe, et le gouvernement congolais a estimé qu'il pouvait faire cet emprunt obligatoire de 670 millions sur le marché financier international afin de financer, de gérer sa dette. Ça, c'est pas un problème en tant que tel. Même si je constate que sur le marché financier de la CEMAC, le taux d'intérêt est de 6 à 7%, alors que sur le marché international, il est un peu plus cher. Mais sur le prix à payer, il est de 9%. Nous ne sommes pas admis. On n'est pas trop crédible, je veux dire, sur le marché de la CEMAC. Donc, on s'est rabattu sur le marché international et il y a un prix à payer, c'est 9%. Bon, le problème n'est pas là, M. Caius. Le problème, c'est dans l'utilisation de ces 670 millions. Donc, c'est quand même beaucoup de milliards. Qu'est-ce qu'on en fera? En économie, il y a deux types de financement de la croissance économique. On peut financer la croissance économique par la consommation, comme on peut financer la croissance économique par l'investissement. Le souhait, bien sûr, serait que ce soit par l'investissement. Mais étant donné que nous avons un problème aujourd'hui, les retraités, 4 ans, ils sont impayés, les fonctionnaires difficilement, mais on les paye quand même, la dette intérieure explose, les opérateurs économiques ne sont pas payés, etc., etc., et les temps sont durs sur le plan national. Donc, le gouvernement a opté pour ces 678 millions-là, donc plusieurs milliards, faire en sorte qu'une partie puisse être utilisée pour gérer la dette intérieure, une partie doit être utilisée pour financer la consommation. C'est-à-dire, quand on va payer les fonctionnaires, on va payer la dette intérieure, on va payer les retraités, c'est de l'argent qu'on injecte au sein de l'économie nationale, ça va permettre de financer la croissance par la consommation. Maintenant, si une partie de ça est destinée à financer l'investissement, ça serait une très bonne chose. Aujourd'hui, je ne suis pas à la place du gouvernement, je ne peux pas dire exactement qu'est-ce que veut M. Yoka. Est-ce que c'est la totalité qu'il va injecter dans la consommation, ce qui ne serait pas bien? Est-ce que ce sera seulement une partie? Alors, ce qui serait bien. Donc, c'est bien, je termine par là en disant que une partie de cet argent devrait, selon moi, servir à relancer l'économie par la consommation, c'est-à-dire en payant toute la dette intérieure et une grande partie des arriérés que nous avons vis-à-vis du secteur privé, vis-à-vis des retraités. Ça va relancer la consommation, ça va relancer la croissance. Et une partie, s'il destine ça à l'investissement, ça serait une bonne chose. Voilà mon regard là-dessus. Mais déjà, le fait que le Congo soit admis sur le marché international pour pouvoir refinancer ces investissements, pour pouvoir accéder à des prêts, c'est une très bonne chose. Voilà, je termine par là. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Mimbala, vous qui étiez en train de dire qu'il fallait commencer par vous, qui était pas vraiment économiste, la question que je vais vous poser, c'est pour vous, est-ce que c'est... Bon, là, on a compris, hein, il faut payer les dettes internes et puis investir ou payer les dettes, notamment des retraités, des étudiants. Enfin, on va voir comment ça va choisir. S'ils ont pris sur 670 millions, ça veut dire qu'ils vont épurer toutes les dettes à l'intérieur du pays. Mais la question que chacun va se poser, est-ce que ce n'est pas une forme déformée de se constituer un cash pour l'élection présidentielle 90-2026. Hein. C'est aussi ça une autre forme de question. Cet argent vient faire quoi au moment? Quelles sont ces entreprises à qui on doit de l'argent? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qui sont-elles? Hein? Ça va être ça aussi la question. C'est bien, Malade. Oui, ben moi, je ne suis pas déjà économiste, mais en tant qu'être vivant qui dépense, qui a un ménage, qui gère une famille, ben, je pense la dette, il y a des mauvaises dettes et des bonnes dettes. Une bonne dette,
quand un papa, il emprunte de l'argent pour faire des bonnes choses, pour laisser l'héritage à ses enfants. Il construit, il investit pour qu'il ait des entrées. Mais un père qui prend une dette pour aller s'enivrer, pour aller s'évadrouiller, pour aller payer peut-être des choses qui sont sans intérêt, ce n'est pas une bonne dette. C'est une dette qui va condamner une famille. En tant que père, donc, quand tu vas mourir, tes enfants auront la charge de ta dette-là. C'est un peu comme le cas de Onassis, le grand armateur grec. De son vivant, on disait qu'il était milliardaire, multimilliardaire. On parlait même de lui dans les chansons Onassis, le grand milliardaire. Mais quand Onassis est décédé, on a découvert le poteau rose. On s'est rendu compte que Onassis était criblé de dettes. Même sa fille a refusé de prendre l'héritage parce que le passif était supérieur à l'actif. Donc son père vivait au-dessus de ses moyens. C'est comme beaucoup d'États africains qui vivent au-dessus de leurs moyens. On allait encore prendre des dettes. Moi, ma solution, c'était de serrer la ceinture, de faire un peu ce que, je crois, l'AS ou bien le Mali ou le Burkina a fait, ne pas prendre des dettes, souffrir, essayer en tout cas, de renaître de ses cendres. Essayer de renaître de ses cendres. Mais ce que le pays n'a pas fait... Comment on renaît de ses cendres? Vous voulez dire qu'il fallait, avec les recettes congolaises, le pétrole, les impôts indirects et impôts directs, enfin toutes les recettes possibles, prendre une partie, payer la dette en interne et une fois qu'on a ça, on dispose des ressources suffisantes pour investir. C'est ça. Il y avait déjà, il faut réduire le train de vie de l'État. On a longtemps clamé ça. Réduire le train de vie de l'État. Chasser les fonctionnaires fictifs. Essayer en tout cas, de nettoyer les entrées de l'État, la fiscalité. Essayer la ceinture. Oui, donc comme les exonérations fiscales qu'on a vues qui apparaissent partout à la douane qui font perdre des milliards énormes à l'État. Abolir ces exonérations. Au lieu d'aller prendre une dette qui va vous étrangler, en plus c'est 9%, donc vous remboursez ça plus cher. C'est une façon, vous vous endettez doublement. Donc c'est une façon d'asphyxier le pays. Moi je trouve, en tout cas je ne suis pas économiste, mais un père qui va s'endetter, même ceux qui vont prendre les trucs, comment ils appellent ça, Banque Lambert, tu prends 10 000 pour rembourser 15 000 ou 20 000. Mais ce n'est pas des bonnes dettes. Tu t'endettes même plus, puisque toi-même, tu as déjà ton bec dans l'eau. Mais tu veux t'endetter, là tu es surendetté. Donc, on risque de se retrouver dans un état de surendettement. Ça, c'est la parole d'un profane qui n'a rien à voir avec l'économie. Mais je pense que pour un économiste, c'est une mauvaise méthode. Une dette, c'est bien pour financer. Mais une dette pour la consommation, c'est une mauvaise dette. D'accord. Merci beaucoup. On va écouter Mme Miaka. Mme Miaka, vous empruntez parce que vous dépensez, donc comme on dit en termes crus congolais, vous faites de la bamboula, vous êtes toujours en train d'aller boumer, vous êtes toujours dans les boîtes de nuit, vous êtes toujours en train de profiter de votre argent, voyage, vacances. Vous investissez très peu dans les biens immobiliers ou pour votre retraite. Et puis, votre dette est tellement accumulée que vous allez encore emprunter un autre crédit consommation pour rembourser le premier crédit ou les premiers crédits consommation. Vous continuez à ne pas payer, à investir. Vous n'avez pas d'entrée, comme on dit, pour ajouter. Est-ce que aller emprunter de manière continuelle, c'est vraiment, on peut penser que vous pensez au peuple et surtout, nous approchons une échéance qui est très importante, qui est 2026, notamment au mois de mars. Il y a des élections, vous n'avez pas d'argent et vous nous dites que je veux emprunter, vous nous dites que vous allez payer des dettes. Quelles sont ces dettes? On ne les connaît pas. En tout cas, empruntez à un banquier, vous l'avez convaincu, il vous donne ça et il vous dit c'est 9%. À côté, vous avez des milliards que vos parents vous doivent, ou plutôt vous permettez chaque mois d'exonérer vos locataires, si vous en avez, de ne pas vous payer des loyers, alors que ces loyers vous auraient empêché de l'emprunter. C'est-à-dire que vous avez par exemple un salaire de 1 000 francs, à côté vous avez des entrées possibles de 5 000, vous les refusez, vous dites bon, pendant 5 ans, vous pouvez garder le loyer de chez moi, mais je vais emprunter 10 000 ailleurs pour couvrir vos loyers. Est-ce que c'est censé ça?
Est-ce que c'est vraiment censé ce qui se passe au Congo? On peut comprendre ça. Madame Yaka, votre micro toujours coupé. J'ai l'impression que Madame Yaka, elle n'est pas là, on lui a posé la question. On va poser la question à M. Gaïno. Hein. M. Gaïno, je ne sais pas si vous l'avez suivi la question. Madame Yaka, elle n'est pas là. M. Gaïno, le micro. Bon, M. Gaïno aussi, il est en off. On va prendre Madame Opou. Vous venez de nous rejoindre. On va vous poser la question, Madame Opou. Le Congo a emprunté 670 millions. C'est très bien pour le Congo. Apparemment, c'est une dette pour certains. Il y a des dettes qui sont importantes. Il y a des dettes qui ne le sont pas, qui sont incompréhensibles. Payer la dette, payer les retraités, rembourser tout ce que l'État doit à ses entreprises ou à des salariés locaux, c'est très bien. Mais à côté, il y a des secteurs qui sont complètement dégradés. On ne va pas les citer, mais on va les rappeler. Électricité, eau, en tout cas, les réseaux sont vétustes. Pourquoi là, on ne peut pas investir? Pourquoi une partie de cet argent ne servirait pas à investir là? Pourquoi on emprunte 670 millions pour payer des dettes qu'on peut payer avec, par exemple, les entrées fiscales, notamment la douane, qui se plaint? On a vu le DG dire qu'il y a plusieurs milliards qui sont donnés en cadeau aux gens. Et vous avez l'école qui souffre, plein de secteurs. Est-ce que cette dette-là, vous la comprenez déjà? Ou est-ce que vous dites pourquoi pas? Au fait, il y a pratiquement rien à comprendre, je pense. Parce que ceux qui sont là et qui gèrent, je pense qu'ils savent, ils ont des connaissances dans ce qui est économie. C'est vrai que côté économie, je ne connais pas grand-chose, mais quand on parle dette, moi, les dettes, j'ai horreur des dettes. Et pourtant, il faut faire avec. Mais la question que je me pose, le FMI ne nous avait pas emprunté de l'argent. Quand nous, on parlait des 1000, je ne sais pas si c'est 1500 milliards des générations futures, on a déjà tout dépensé aussi. Et donc maintenant, on va aller emprunter parce que même quand on ne connaît pas l'économie, on sait que prendre une dette, il faut la payer. Mais on ne peut pas mettre une dette sur une dette. Je veux dire, si aujourd'hui, on prend les 670 millions pour payer les dettes que nous avions avant, mais je ne sais pas si ça résout un problème, hein? Je pense que ça ne fait que nous endetter, au fait. On passe d'une dette à une autre. Enfin, c'est comme ça que je comprends. Hein? C'est que je comprends très mal. Hein? Et puis, payer les fonctionnaires, payer les retraités, bien sûr. Hein? Parce que naturellement, il faut le faire. Les gens sont en difficulté. On ne peut pas laisser comme ça. Mais est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Vraiment, côté économie, je ne connais pas grand-chose. Mais si on peut voir les choses comme ABCD, je me dirais, mais là c'est une corde qu'on est en train de te mettre au cou. Si l'on peut prendre 670 millions comme ça pour investir et que l'argent que ça va nous rapporter, nous payons les dettes avec, peut-être. Et puis, nous, est-ce que nous allons toujours nous en sortir en s'endettant? Mais à quoi servent nos matières premières alors? Ben, là on dit investir. Mais nous avons le pétrole, nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons de la potasse, nous avons, je ne sais pas quoi d'autre que je ne connais pas. Je crois qu'on a un pays très riche. Pourquoi pourquoi on investit? Enfin bref. Et toutes ces matières-là ne nous ramènent pas autant d'argent. On ne peut pas avoir 670 millions sur toutes les matières premières que nous avons. C'est juste une question que je me pose. Hein. Moi, je ne connais pas bien l'économie, mais moi, ça me fait peur, ça. Parce qu'une dette sur une dette, ça devient du surendettement. Et surendettement, je crois que notre pays a déjà eu ces problèmes de surendettement. On a l'impression qu'on est en train de répéter ce qui s'est déjà passé. Après, ceux qui font leur travail savent ce qu'ils font. La critique est toujours aisée. Je ne critique pas, j'essaie juste de comprendre. Hein, pour me dire, pourquoi encore 670 millions de dettes aujourd'hui? Pourquoi? Vraiment. C'est une question que beaucoup de gens se posent, mais le ministre des Finances est très content et l'État congolais est très très content. En se posant cette question, les gens se disent que c'est de l'argent qu'on va
prendre pour la présidentielle, pour pouvoir payer les Congolais, les t-shirts, enfin tout ce qui va pouvoir les distraire pour que le chiffre annoncé des 89% ou des 98% de l'élection soit confirmé. En tout cas, c'est la question. Madame Yaka, Madame Pou a posé une question. Pourquoi emprunter le Congo? Je ne sais pas, vous n'étiez pas là. Je vous posais la question à vous aussi. Les Congolais découvrent que le Congo est allé sur la place de Londres, sur les marchés londoniens. Ils ont emprunté 670 millions d'euros, de dollars, une grosse somme, qui fait la joie de ceux qui vont la recevoir. Ils ont dit qu'ils vont payer les dettes des entreprises. On aimerait bien savoir quelles sont ces entreprises et quels travaux ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on leur rembourse ces dettes en priorité. Et pour certains, c'est une mauvaise idée. On a pris l'exemple d'un père de famille qui, lui, n'investit pas. En tout cas, ses revenus servent à profiter de la vie. Mais à chaque crédit de consommation, il reprend un autre crédit de consommation pour payer les premiers crédits de consommation. Et il est dans ce cycle dont il ne se sort pas. Mais il dit à ceux qui lui disent c'est une mauvaise méthode, achète ou emprunte pour construire au moins 2 maisons pour que tu puisses payer tes dettes. À côté, ce monsieur ou cette femme a déjà 1 ou 2 maisons sous son salaire qui peuvent lui rapporter en plus 5 000. Lui, il dit à ses locataires, ne me payez pas, je vous exonore, donnez-moi 500 francs par mois, le reste, les 4 500, vous gardez pour vous. Moi, je vais continuer à aller emprunter pour payer mes dettes. Est-ce que ça, c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut comprendre ce que nos techniciens des finances au Congo nous font passer comme une pilule qui est très bonne à avaler? Merci, M. Bélégué. Bon, de ma place de profane, comme l'a souligné M. Nyambalade, franchement, prendre une dette pour régler des dettes, c'est s'engouffrer. C'est s'engouffrer, s'endetter et ne pas s'en sortir. Ces organismes financiers qui prêtent, quand ils prêtent à la personne, c'est sur la base de confiance de sa capacité de rembourser. Pour les pays africains, c'est généralement sur la base de nos richesses qui nous font ces prêts. Mais ces richesses dont nous sommes propriétaires, pourquoi on ne s'en saisit pas de les transformer, de les soustraire, de les extraire, de les transformer, afin d'avancer? Pourquoi l'Afrique, aujourd'hui, on ne fait pas d'efforts nous-mêmes à se serrer la ceinture? Il y a de l'argent en Afrique. On prend une dette, alors qu'on a des paramètres sur lesquels on peut miser pour pouvoir s'en sortir. Rien qu'à regarder le train de vie de nos dirigeants, on peut se serrer la ceinture. Il y a des millionnaires, des milliardaires parmi nos dirigeants. Pourquoi ces personnes n'investissent pas? Pourquoi on ne serre pas la ceinture à réduire, par exemple, les employés fictifs, le train de vie? Pourquoi on ne fait pas de sacrifices? Pourquoi on ne se serre pas la ceinture? Parce que quand on va prendre des dettes, pour régler des dettes, ça répond à quoi? Ça fait que la population est toujours dans la misère, le pays est toujours plus endetté. Moi, je suis une profane en économie, mais c'est quand même difficile de comprendre qu'un pays soit riche et que sur le motif de ses richesses, on lui prête de l'argent et que ces richesses, même elles, ce pays ne les transforme pas pour pouvoir rembourser les dettes. Comment comprendre que des pays qui donnent de la richesse aux emprunteurs, comment comprendre que c'est eux qui vont emprunter? Nos dirigeants, on peut se serrer la ceinture. Déjà, même la population est habituée à la souffrance, puisque toute la population en Afrique court sous la misère. Mais nos dirigeants peuvent faire ces efforts-là. Ils peuvent nettoyer le système. Ils peuvent lutter contre la corruption. Ils peuvent eux-mêmes diminuer leur train de vie. Quand tu vois leurs enfants, comment ils vivent, quand tu vois eux-mêmes leur train de vie, quand tu vois des voitures qu'ils achètent à des milliards, à des millions, ils vont emprunter autant d'argent, sachant que c'est sur la tête et le dos du pays que cette dette-là va retomber. Et donc, sur la population. Mais les conséquences de cette dette-là, ce n'est pas eux qui en souffrent. Ils sont porteurs, mais ils n'en souffrent pas. C'est la population.
Donc, prendre des dettes immensurables comme ça, des dettes énormes, mais ils comptent sur quoi pour rembourser ces dettes? Sur quoi ils comptent? Sachant que le pays, par le passé, a connu ces problèmes de dette, de surendettement, mais qu'est-ce que nos pays ont à prendre autant d'argent? Cet argent va être investi dans quoi? Pour rapporter quel bénéfice et rembourser cet argent au point que la population puisse mieux se porter. Moi, je ne suis pas économiste, comme les autres l'ont dit, mais je me pose la question de savoir à quoi va servir cet argent. À quoi va servir cet argent quand on voit le niveau et le nombre de détournements d'argent de nos gouvernements, de nos hommes d'État. Pour moi, simplement, il fallait se serrer la ceinture. On a les 3 pays de l'AES. On a les 3 pays de l'AES qui ne prennent pas de crédit. Ils ont décidé de se serrer la ceinture, de diminuer leur train de vie, de lutter contre la corruption, d'abolir et de nettoyer le système avec les emplois fictifs aux gens qui sont payés, alors qu'ils ne vivent plus ou qui ne sont plus en fonction. Donc, cette dette-là, pour moi, c'est peut-être bien pour ceux qui le prennent parce qu'ils savent très bien ce qu'ils vont en faire, mais ça ne va pas profiter à la population. Puisque par le passé, il y a eu des dettes et les populations continuent de couler sous la misère. Je ne suis pas économiste, mais qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, c'est une mauvaise idée si c'est pour prendre une dette pour rembourser une dette. Puisqu'on s'engouffre, on s'enlise, on s'enfonce dans la bouche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un pays comme le Congo, qui a le pétrole, qui a tant de richesses dans son sol, pendant des milliers d'années, qui continue de prendre des dettes. Encore, je peux comprendre des pays qui n'ont pas de richesses dans le sol et qui prennent des dettes, qui prennent. Mais et nous, qui avons des richesses dans nos sols, le Congo est quand même un pays pétrolier. Bon, je ne comprends pas. Je condamne en tant que profane. D'accord, merci beaucoup. Vous condamnez, vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas non plus, hein. Mais les gens essaient de comprendre. C'est pour ça que vous êtes là, pour aider les gens à comprendre. Ceux qui se posent aussi la question. À la veille d'une présidentielle, mars 2026, l'État emprunte 670 millions pour payer des dettes ou pour investir dans un secteur que personne ne comprend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la dette, elle est là. On a vu l'ancien ministre Andeli dire que la dette envers la Chine était de 1000 milliards. Le Premier ministre a dit que le Congo avait financé sous fonds propres les travaux qui sont faits au Congo. Et puis, on a un ministre des Finances qui contredit le Premier ministre. Malheureusement, il n'est plus ministre des Finances. Ça fait 2 fois, M. Andeli a été ministre. Il garde une cote de popularité, de confiance envers... En tout cas, les Congolais lui font confiance dans ce qu'il dit et dans son travail. On sait qu'il dit, en tout cas, il n'est pas loin de la vérité. Il est toujours concret. Du moins, c'est la vérité et les Congolais savent. Moi, je pose la question à vous, M. Gaïno, vous qui êtes politologue, est-ce que vous qui travaillez dans votre mairie, vous financez l'ensemble de vos activités ou de vos financements publics sous fonds propres, ou même si vous financez sous fonds propres, est-ce que vos emprunts, c'est juste pour payer la dette, en tout cas les dettes que vous avez contractées auprès des entreprises de votre région ou de votre village, de votre ville, ou vous aussi, vous investissez quand même si à côté, vous payez vos dettes aussi. Monsieur Gaïno, votre micro est coupé. Je disais qu'il ne faut pas confondre la gestion d'une commune avec la gestion d'un État. En règle générale, on commence d'abord petit pour aller plus grand. Hein. Oui, d'accord, mais vous savez, on est quand même contrôlé beaucoup plus qu'un État. Un État, il n'y a personne qui contrôle, mais une commune, si vous êtes en session de paiement, ben vous êtes, disons que le pouvoir est confisqué par la préfecture, vous ne pouvez plus gérer, vous ne gérez plus. Et là, c'est maintenant la préfecture qui gère votre commune. Donc, on fait attention à tout et on n'a pas le droit d'emprunter n'importe comment. D'abord, même les prêts sont contrôlés, donc on peut faire n'importe quoi. Mais pour revenir un peu à ce qui se passe pour le cas du Congo, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Madame Sabine, qu'on ne peut pas emprunter l'argent pour payer une dette. Parce que, vous savez, je ne vais pas aller très loin, hein. Je prends l'exemple de Rawlings. Quand il a pris le pouvoir au Ghana, la première chose, lui qui critique le FMI,
Il a dit, j'ai pas le choix que de faire appel à FMI. Mais je ne prendrai pas l'argent chez FMI pour payer vos salaires. Il a fait un beau discours, pas pour payer vos salaires, pour investir. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a pris, il a fait un emprunt auprès de FMI, ben cet argent, il a plutôt investi. Et ce sont des économies, les bénéfices qu'il faisait, qui ont servi à rembourser la dette. Or, le cas de la plupart de nos pays de l'Afrique centrale, particulièrement, je parle de l'Afrique centrale, qui sont toujours surendettés, c'est que nous empruntons pour payer les fonctionnaires. Vous savez, aujourd'hui, dans la plupart de ces pays-là, les fonctionnaires sont payés soit 2 mois avec 2 mois de retard, sinon plus. Alors donc, l'État est obligé d'emprunter l'argent pour payer les fonctionnaires, pour calmer, si vous voulez, ce que ça peut être un soulèvement. Et avec ça, on s'enfonce de plus belle. Donc, nous sommes toujours dans les bêtises au quotidien. On continue, on dirige le pays, on ne peut pas copier les bonnes choses chez les autres. Mais tout ce que nous faisons, c'est que on multiplie, si vous voulez, ce que j'appelle moi les bêtises. Et puis voilà, on s'enfonce, et puis après, on va tendre la main aux autres, et puis on s'abaisse aussi. On s'abaisse, on ne considère pas. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Monsieur Ndion, est-ce que le PCT est en ordre de bataille pour le Congrès, comme on le voit, et que les indiscrétions, je sais que vous n'allez pas le dire, mais les indiscrétions qui disent que le PCT est à court d'argent et que est-ce que cet emprunt tomberait à pic pour vous ou bien c'est de la spéculation? C'est de la pure spéculation pour la simple raison, la bonne et simple raison que tous les partis politiques au Congo, au moment où nous émettons sur Radio Bakambi, sont en ordre de bataille pour les élections présidentielles de 2026. Tous les partis politiques qui présentent des candidats, je ne parle pas de l'UPADES, je parle des partis politiques qui ont des candidats à l'élection présidentielle, sont en ordre de bataille. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, c'est vrai. Ça, tu n'as pas menti, c'est pas de la spéculation. Nous avons des plans financiers, mais nous avons trouvé la technique, c'est-à-dire c'est l'autofinancement. Nous avons lancé des cotisations spéciales à tous les membres du Parti congolais du travail, depuis les ministres jusqu'aux simples militants. Nous cotisons. Moi-même, je n'ai pas encore cotisé, mais je vais le faire à la fin du mois dès que le salaire va passer là. Donc nous cotisons pour avoir les fonds nécessaires qui permettront de pouvoir financer le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail qui aura lieu en fin décembre 2025. Voilà. Mais ne faites aucune relation. Nous ne sommes pas un parti État, même si nous sommes au pouvoir, entre le prêt, l'emprunt de 670 millions là, avec le Congrès, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que, question, on peut aussi ajouter l'UPADS, puisqu'il est le parti de l'opposition, il peut aussi se faire financer par le pouvoir, parce qu'il est parti de l'opposition officiel. On va poser la question à M. Mbemba tout à l'heure. Est-ce que pour vous, on peut avoir, vous pouvez nous avoir, vous pourrez, on peut demander à M. Iloki, qui défend beaucoup le PCT, au travers de votre voix, de nous dire quelles sont ces entreprises, quelles dettes. Parce que si nous avons une dette qui représente 670 millions de dollars, qui devrait être pas loin de près de plus de 700 milliards, ou je ne sais pas, 1 milliard ou plusieurs milliards congolais en francs CFA, est-ce que, je n'ai pas converti, est-ce qu'on peut savoir quels sont ces travaux qui ont été faits ou quels sont les services qui ont été rendus pour que l'État se penche sur ces dettes? Parce qu'au Congo, les entreprises qui créent des emplois, il n'y en a pas beaucoup. Qui sont les entrepreneurs locaux qui ont besoin qu'on leur paye leur dette? Oui, monsieur Ndion. Monsieur Caillou, ne soyez pas simpliste dans votre argumentaire. Le Congo est un grand pays. Nous avons quand même beaucoup d'agents économiques, beaucoup d'entreprises. Nous avons des dettes. Si nous avons des dettes, c'est qu'en amont, il y a eu des activités. Mais les dettes qu'on a vis-à-vis des retraités, les dettes qu'on a vis-à-vis des opérateurs économiques, les dettes qu'on a vis-à-vis des étudiants, les dettes qu'on a vis-à-vis de l'université Marin-Wabi, les dettes qu'on a vis-à-vis des profs, des médecins, ainsi de suite. Mais c'est quand même des agents économiques. On a des dettes. Mais ne me demandez pas à moi de vous faire la liste de tous les travaux que ces différentes entreprises ont fait dans le bâtiment, dans l'élevage, dans l'agriculture,
tous les secteurs. On vous demande à vous de dire à M. Iloki de nous donner au moins, ou bien au ministère des Finances. Quand ils vont payer, ils pourront mettre sur la place publique qui ils ont payé. Ça ne sera pas un secret. Parce que la dette sera sur chaque Congolais. Les générations futures congolaises devront payer ces dettes-là. Je suis d'accord, mais ce n'est pas à M. Iloki de le faire. M. Iloki n'est pas le porte-parole du gouvernement. Ce serait mieux que vous vous adressez mieux directement au ministre des Finances, son Excellence, monsieur le ministre Yoka. Sinon, à Thierry Mungala, qui est le ministre porte-parole du gouvernement chargé de la communication, mais pas Thierry on a aussi une proposition à faire à M. Thierry Mungala au travers de vous et encore également, excusez-moi, ça serait d'accepter, quand il fait sa quinzaine gouvernementale, de connecter par Internet les médias que nous sommes de l'étranger, parce qu'il a l'impression qu'il fait seulement avec les médias locaux. Il pourrait aussi innover. L'innovation technologique permet que nous pouvons nous connecter sur Internet et lui poser aussi des questions pour la quinzaine gouvernementale. S'il pouvait aussi faire ça, ça serait très bien pour nous. En tout cas, vous passez des messages. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le message que je peux lui envoyer après notre émission, là, et que vous l'aurez mis sur les ondes, là. Je pourrais lui envoyer une copie de cette émission, il n'y a pas de souci. Ça, c'est de 1. De 2, la quinzaine a un format. Je ne sais pas si ce format-là répond à cette doléance. On verra. Mais il faut innover. L'information, il y aura, il n'y a pas de souci. Il faut innover.